Radio Gazelle. Number one. Sondage Médiamétrie 2013, 2014, 2015. Radio Gazelle. 04 91 91 48 13. www.radiogazelle.net. Eh bien, retour à notre émission après cette pause publicitaire avec notre invité, Monsieur Bédis Kenissa. Ben, rappelez-vous, donc il a intervenu vendredi dernier, c'était sa première chronique, hein, on le retrouve tous les vendredis avec ses chroniques, ses thématiques sur, entre autres, sur l'Algérie, sur l'économie, sur la politique. Et puis la dernière fois, si je me souviens, on a évoqué, entre autres, la loi de finances, justement. Et je crois qu'on va continuer cette chronique, en tout cas, il va continuer cette chronique sur la loi de finances. Et puis peut-être on va aborder aussi toujours la politique. Hein. Monsieur Bédis, bonjour. Bonjour Alain, bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup. En tout cas, vous intervenez en direct à partir de Paris. Et merci beaucoup justement pour cette intervention. Et puis, ben, c'est votre chronique. Hein. Et donc, nous sommes restés la dernière fois sur la loi de finances. Alors tout à fait. Oui. Mais juste voilà, permettez-moi Oui. avant toute chose de profiter de cette occasion justement pour honorer et rappeler un devoir de mémoire aujourd'hui d'un crime abominable, malheureusement survenu la nuit du 22 au 23 septembre 97, pour être plus précis, bien entendu dans la localité de Bentalha. Et encore une fois, cet événement tragique vient nous rappeler d'une part l'ampleur de la souffrance, mais également le sacrifice de notre peuple, notre nation, mais surtout nous inciter à la fois plus que jamais à œuvrer. Le devoir de mémoire aussi également. Mais surtout œuvrer à l'avenir, main dans la main justement, et collectivement autour d'un projet commun, celui d'une Algérie forte. Une Algérie forte par ses enfants fédérés, dévoués, mais ses enfants patriotes, qui passent avant toute chose le bien-être et la stabilité de l'Algérie avant toute chose. Voilà, c'était un peu ma petite parenthèse sur un événement qui nous a beaucoup touchés et qui nous touche toujours. Paix à leur âme, aux victimes, et ne serait-ce que les victimes mortes, décédées, des martyrs qu'on compte comme des martyrs, mais surtout aux victimes vivantes, les familles des victimes également, qu'on n'oublie pas. Voilà. Oui, c'était atroce, hein, tout à fait. Voilà, si vous pouvez rappeler juste un petit peu dans quelle année, quelles conditions ça s'est passé C'était la nuit du 22 au 23 septembre 97. 97, voilà. C'est Bentalha aux Centaines de morts, exactement. Centaines de morts. Voilà, mais l'exécutif ne revient pas là-dessus, au fait. Voilà, c'est ça tout le problème. D'où nous aujourd'hui, en fait, tant bien que mal, et autant que faire se peut, on essaye quand même de commémorer ce devoir de mémoire. Le devoir de mémoire, vous savez, ne concerne pas que la période coloniale. Il concerne aussi la décennie noire, qui était d'ailleurs, entre parenthèses, une guerre civile, qui ce jour-là, en fait, a su diviser justement les enfants de cette Algérie qui se disait stable et qui se disait prémunie de toute force extérieure. Ce jour-là, on a compris que l'ampleur justement de et l'impact négatif et néfaste de la division au nom de l'islam politique, on pensait qu'ils étaient réunis, voilà. Et un peu de tout, effectivement, mais encore une fois, c'est le peuple qui a payé le lourd tribut. Et aujourd'hui, encore une fois, c'est la moindre des choses qu'on puisse faire, c'est de commémorer ce devoir de mémoire envers ces victimes et les familles des victimes, bien entendu. Oui. Bon, voilà. En tout cas, juste avant que vous commenciez, c'était hier, il me semble, il y a une remise du prix Amir Al-Qadr pour la promotion, puisque vous l'évoquez à l'instant, Vivre Ensemble, voilà, le prix Amir Al-Qadr pour la promotion du Vivre Ensemble de la coexistence pacifique en Méditerranée et dans le monde, qui a été attribué mercredi en début de soirée. Et c'était à Mostaganem, à 3 personnalités internationales ayant grandement contribué dans le sens de l'esprit, de la distinction, et ils sont en présence du ministre de la Culture, Azdine Mihoubi. Voilà, je tenais à le dire aussi. Exactement. Alors pour revenir maintenant aujourd'hui à notre sujet, notre thématique, effectivement quand on aborde l'Algérie, on l'aborde sur plusieurs thématiques que moi j'appelle d'ailleurs des problématiques plus que des thématiques à l'heure actuelle, qu'on se le dise. Mais pour revenir un peu sur la loi des finances, effectivement, où la semaine dernière j'ai pas eu assez de temps, enfin c'était vers la fin, je juge pertinent aujourd'hui justement d'en parler pour la bonne et simple raison que c'est le projet de loi du moins de la loi des finances 2017, à mon sens, est passé un peu à la trappe. On aurait dû justement sensibiliser la population et le peuple, parce que c'est le seul constituant en Algérie, à travers justement les engagements, ou du moins l'orientation politique économique du gouvernement. Or, ça n'a pas été fait. Et pour cause, j'ai envie de vous dire,
Aujourd'hui, vous savez que la loi des finances, ou du moins le projet de loi des finances 2017, a des aspects, on va dire, très néfastes. Très néfastes envers, bien entendu, le contribuable, qui est le peuple algérien, à travers justement on va dire des stratégies de recettes fiscales accrues, agressives. J'avais cité quelques exemples la dernière fois, juste pour un peu illustrer la gravité de la chose. Figurez-vous par exemple que même sur la TVA, hein, sur la taxe sur la valeur ajoutée par exemple, elle monte de 2 points. Certes, 2 points, c'est pas énorme. Ceci dit, c'est sur les deux taux, donc le taux réduit et le taux plein, donc c'est-à-dire de 17, on va passer à 19%, et de 7 à 9%. Maintenant, il faut voir l'impact in fine de cette augmentation de 2 points. Vous savez très bien que nous, en fait, par manque de structure et de stratégie et d'encadrement justement dans ce sens, notamment au ministère du Commerce, ces 2 points sur la TVA vont devenir 20 points sur le prix final chez l'alimentation générale ou chez le citoyen algérien. Vous voyez, donc il y a un impact énorme sur le budget et le portefeuille de nos concitoyens et concitoyennes en Algérie, d'une part, déjà sur cet aspect. Après, vous avez d'autres aspects, par exemple, hein, sur... maintenant, on a jugé qu'effectivement, certains produits dits exotiques ou dits de luxe, hein, d'ailleurs, un certain OICA l'avait souligné une fois, au fait où il jugeait que le kiwi ou, par exemple, le yaourt était un produit de luxe pour le peuple algérien. C'est dire ce mépris vraiment total envers nos concitoyennes et concitoyens. Donc sur ce produit-là, par exemple, vous allez avoir une taxe supplémentaire dite de produits de luxe. Vous voyez. Donc c'est-à-dire qu'en fait, on fait carrément une ségrégation. Combien même vous avez les moyens de pouvoir vous acheter des choses, on va les interdire ou du moins on va les rendre en fait inaccessibles. Vous avez également, par exemple, la location d'habitation. Voilà. On a une taxe qui va s'imposer dès janvier 2017 sur les habitations, les locations. Donc toutes les transactions sont taxées. Vous avez également sur le tabac. Bon, après c'est une bonne ou mauvaise nouvelle, je ne sais pas. Mais du moins, ça fera moins de morts, notamment. On s'est arrêté à ce niveau-là. Voilà. Mais vous aurez par exemple 100% d'augmentation sur le tabac blanc, 60% sur le tabac brun. Vous voyez, donc, encore une fois, on est confronté. Qu'est-ce qui vous gêne dans tout ça? C'est comme tout État, de toute façon. Hein. Ici, en France aussi, nous vivons ici. Il y a souvent des augmentations. Surtout le mois de juillet, généralement, elles interviennent, ou fin d'année. Mais personne ne branche. Ça fait partie aussi de la vie, j'allais dire, économique d'un pays. Oui, monsieur Essabé, si vous permettez, je vais vous dire pourquoi ce qui me gêne, en fait. Excusez-moi, maintenant qu'on le justifie en disant oui, c'est un produit de luxe ou tout, mais ça, c'est des arguments qui ne coûtent pas un rond. Mais... Non, là, sur le fond, c'est de l'augmentation. Là, vous avez pris un exemple très concret du produit du luxe, mais qui vous donne cette crédibilité et on va dire, cette responsabilité de juger ce produit luxueux pour le peuple algérien? Je suis d'accord avec vous, mais ça, c'est un argument qui coûte pas cher. Après, sur la forme, je veux dire, là, on parle de la forme, mais moi, je parle sur le fond. Et pour revenir à votre question qui est pertinente et légitime, monsieur Messabir, je vais vous dire ce qui me dérange. Et ce qui dérange, d'ailleurs, certainement nos concitoyennes et concitoyens, c'est qu'aujourd'hui, la démarche en elle-même, elle est discutable. Donc, en fait, aujourd'hui, on ne sensibilise pas le peuple. J'avais en introduction parlé justement, effectivement, de la sensibilisation, de fait de mettre en exergue cette stratégie, ce nouveau projet de loi, même si certainement il est en gestation, il est en préparation, mais si on considère que ce peuple est le seul constituant de cette nation, on se doit de le sensibiliser, de l'informer en amont. Donc aujourd'hui, en fait, on impose des lois, une stratégie, pour ne pas dire inexistante, à une population qui n'arrête pas de payer encore à leur tribut financier, fiscal, social et autres, économique. Donc c'est déjà dans la manière, si j'ai envie de vous dire. C'est de la cosmétique, mais c'est une manière qui en dit long sur justement l'approche de ce gouvernement, qui encore une fois revient sur cette impasse, qu'elle soit impasse économique ou politique. Donc aujourd'hui, cette impasse a créé une espèce de panique générale, de gestion de panique, voilà, qui fait qu'aujourd'hui, au fait, on fait des lois, des projets de loi un peu à un comité restreint, et qu'on essaie d'imposer à terme à la masse de la population, sans pour autant expliquer les tenants, les aboutissants. Je vais vous dire une chose, quand vous comparez avec les pays, notamment occidentaux ou démocratiques, ou avec certaines libertés plus ou moins affichées, il y a une démarche politique là-dessus, parce qu'il faut s'occuper de ses administrés à tout point de vue, c'est-à-dire il faut les valoriser. La valorisation passe par justement la sensibilisation, l'information de ce qui va leur arriver. Un exemple, on a les plans Marshall, le plan d'austérité, à tout va, enfin on appelle ça comme on veut, nous en avion on va appeler ça le plan cow-boy. Bon, parce que c'est vraiment du cow-boy ce qu'on fait. Mais toujours est-il, ce plan est défendu
aux deux chambres, est défendu d'abord dans un premier temps dans les deux chambres, pour qu'il arrive à terme en fait à la population, Oui, qui mais parfois en vous fait parlez est de chambres. sollicité pour un référendum parce que ça Je le cite un concerne. exemple, je prends le même exemple que vous avez pris tout à l'heure, la cigarette. Là, aujourd'hui, on a annoncé, justement pour éviter, en tout cas, j'allais dire, équilibrer le trou de la sécurité sociale, ben, il va y avoir un certain nombre d'augmentations, et notamment sur la cigarette à rouler, puisqu'il y a une taxe aujourd'hui, donc une nouvelle taxe sur cette cigarette, et personne ne branche. Je veux dire, personne ne branche. C'est un peu, on justifie non pas parce que c'est un produit de luxe ou quoi que ce soit, mais on fait ça parce que il y a un déficit énorme sur la sécurité sociale, sur les équilibres, sur le budget de la sécurité sociale. Voilà. Mais après, une fois que c'est lancé par les médias, après, c'est bon. Monsieur Sabert, vous venez de le dire, vous venez de répondre à la question à moitié. Ouais, C'est ouais. que justement, quand vous dites ça, c'est une continuité d'un travail qui a été fait en amont, en profondeur. Donc aujourd'hui, moi, la loi Macron, par exemple, pour revenir en France, la loi Macron, la loi El Khomri, c'est une loi qui a été au fait défendue bec et ongle, à tout point de vue. 49.3 après. Non, oui, bien sûr. Mais je veux dire, le processus démocratique, c'est imposé par lui-même. Est-ce que c'est démocratique? Oui, mais non, après ça se discute. Je veux dire, après, oui, effectivement, la gauche aujourd'hui, elle est dans une politique du 49.3, certes. Mais je veux dire, la démarche en amont qui nous intéresse le plus, effectivement, c'est cette démarche justement de valorisation, d'explication, de sensibilisation. Or, aujourd'hui, nous, en fait, vous prenez la majorité des Algériens, de nos concitoyennes et concitoyens en Algérie, ils ignorent justement le contenant de ce projet de loi des finances 2017. Ils vont le découvrir à leur insu, en janvier 2017, en allant faire le plein à la pompe, à la station d'essence, où il va trouver qu'en fait, effectivement, il y a une augmentation. Mais là où je veux en venir, au-delà de la manière, si vous voulez, au-delà de cette fausse stratégie, j'ai envie de dire stérile, c'est qu'aujourd'hui, en fait, on est en train de gérer, d'effectuer une gestion de panique suite à cette impasse politique et économique à tout point de vue. Et l'impact, in fine, si vous voulez, ce qui m'inquiète le plus, et ce qui inquiète d'ailleurs moi en tant que d'abord citoyen algérien, patriote, mais aussi également par mon engagement politique au sein de mon propre parti, ce qui nous inquiète aujourd'hui, ce qui va inquiéter certainement nos compatriotes et nos concitoyens des deux rives, c'est que cet impact sera certainement un impact néfaste, un impact destructif dans le sens où, c'est-à-dire que non seulement le peuple algérien va se retrouver comme un peu victime d'une certaine entourloupe faite en amont, décidée à son insu, mais surtout qu'il va subir les conséquences à travers, bien entendu, les taxes à tout va, mais également à travers son niveau de vie. Là, en termes de pouvoir d'achat, déjà qu'il était en berne, déjà qu'il était pratiquement inexistant, aujourd'hui, ne serait-ce que le taux de croissance de l'Algérie ou son PIB, mais également son pouvoir d'achat, va être pratiquement supprimé parce qu'on va lui imposer des taxes qu'il n'a pas demandées, mais surtout qui sont la résultante, et je tiens à le préciser, à le souligner haut et fort, la résultante d'une mauvaise gestion, non pas depuis un mandat, depuis 17 années. Vous voyez, donc encore une fois, le peuple n'a rien demandé. Le peuple, effectivement, est le constituant, certes, mais il doit être au centre mais il de faut débat. rappeler quand même que la loi de finances, elle est débattue à l'Assemblée, la loi de finances complémentaire également. Je le savais. Oui, je le non, savais. mais parce que tout Voilà, ce qui se fait en direction d'Algérie, on le on critique n'apprend souvent. pas un chose à faire des grimaces. Vous savez très bien que Mais c'est une question de formalité. Vous savez très bien que ça va être promulgué Ouais. illico presto. Non, mais Donc, parce que la Banque d'Algérie vient de se prononcer, elle a récemment regardé, c'est un truc positif, personne ne parle. La Banque d'Algérie vient de fixer à 10 000 dinars, contre 3 000 dinars auparavant, la limite maximale à toute exportation et importation du billet de banque algérien par les voyageurs résidents. mais monsieur le Sabir, Alors est-ce que c'est une bonne nouvelle ou c'est une non, mais mauvaise? vous faites bien, je reviens juste là-dessus, sur ce que vous jugez un point positif, certes, peut-être, mais 3 000, 10 000, tout est relatif. Qu'est-ce que vous voulez dire par 10 000 dinars aujourd'hui? Ouais. Et qui plus est, je Ça veux vous dire une permet chose. de prendre un Non, mais- taxi et de passer la nuit à un hôtel, hein, si vous rentrez tard mais- de nuit. Monsieur Le Sabir, vous et moi, vous êtes très bien, vous êtes conscient, vous faites les rotations aller-retour, vous savez très bien, vous Ouais. êtes bien placé pour en parler. Oui, Et 10 000 non, mais dinars, on vous allez en parle faire pas quoi? de la Non, location mais de devise. Hein, sachant qu'on a une devise non convertible et non Non, on parle transférable. pas. Donc, Non, attendez, il faut que ça soit clair. On parle pas de l'allocation touristique, c'est 750 €. Ça, c'est tout à différent. fait. Voilà, Tout ça, à fait. c'est Là, vous différent. parlez de 3 000 à 10 000. Voilà, Je- 3 je- 000, je- non, les 3 000 à 10 000, ça veut dire vous sortez de l'Algérie, à l'époque, Très bien. la douane vous laisse emporter avec vous 3 000 dinars. Ça veut dire vous êtes de retour avec un vol de nuit arrivé tard à Oran, à Alger, 3 000 dinars, ça ne vous suffit pas à prendre un taxi pour rentrer chez vous ou prendre un hôtel. Donc c'est uniquement
l'autorisation de laisser en poche quand vous sortez d'Algérie 10 000 dinars. Voilà, Monsieur c'est tout. Mesabé, si la gestion était faite en amont correctement, Ouais. vous auriez des distributeurs de billets à votre arrivée à l'aéroport, tout simplement. Bah, Vous voyez, ça, c'est notre débat, ça. repartir avec 10 000 dinars pour en revenir, pour essayer de payer un taxi dans un pays qui se dit développé, je suis désolé, enfin, faut qu'on se le dise. Autant appeler un chat un chat. Encore une fois, voilà, encore une fois. Non, non, vous voyez, je vais vous dire une chose, il n'y a pas de pays sous-développés, il y a des pays mal gérés. Attention, nuance. Parce qu'aujourd'hui, l'Algérie n'est pas un pays sous-développé. Parce que par sa souveraineté, par sa force vive et sa population et le capital humain qu'elle a. Maintenant, c'est une question de gestion, encore une fois, que j'en reviens. Quand on parle, parce que vous avez tiré un exemple très concret, parlons-en, les 3 000, 10 000, pour moi, c'est insignifiant. Parce qu'encore une fois, on est en train de prodiguer, en fait, un remède qui n'est pas enfin, il n'est pas à la bonne place. Je veux dire, il va pas vers le bon membre qui connaît le mal. Ouais, vous voyez non, ce que je veux dire? Donc c'est de la cosmétique, Ouais. pour moi et pour pas mal d'Algériens aujourd'hui qui ne sont pas dupes, qu'on se le dise, parce que autant ce gouvernement, il est dans un déni de réalité, mais qui n'est pas le cas de nos concitoyens et concitoyennes. En fait, la banque, elle a voulu mettre une précision parce que il y a 2-3 jours, il y a un Algérien, il est sorti avec 140 000 euros. Et ça, c'est pour aller à Dubaï, oui, ça, Aller à c'est autre Dubaï. chose. Et ça, c'est un autre débat, ça, je pense que c'est beaucoup plus Donc, nuancé que ils ça. ont dit c'est 10 000 dinars, mais pas 140 000 euros. Il a mal compris. Il a mal compris, il est sorti, donc il a été épinglé à l'aéroport où allez-vous venir, il me semble, en partant de Dubaï avec 140 000 euros. Vous vous rendez compte, c'est pratiquement 3 milliards de dinars. Enfin, il a confondu. C'est énorme. C'est énorme. C'est énorme. De toute façon, ils avaient un paradis fiscal, donc je vous laisse deviner le schéma. Voilà. Non, mais pour revenir, si vous le permettez, M. Mesabé, Allez-y. il y a aussi un point très important. Par exemple, sur la fameuse liste des 2000 produits interdits, notamment à l'importation. D'ailleurs, la France s'inquiète et l'a fait savoir médiatiquement. Cette liste des 2000 produits, prendre un exemple, c'est quand même un facteur très alarmant, si vous voulez, de la situation. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, vous avez dû certainement connaître cette période-là, la période des années 70-80, où cette fameuse pénurie de certains produits alimentaires et de produits de base. Si on continue de la sorte, franchement, on y arrivera. On arrivera en fait à une époque où vous allez acheter un litre 5 d'huile, on vous donnera en fait une pioche avec ou quelque chose d'autre, ou un tracteur, peu importe. Donc ce que je veux dire par là, c'est que si le gouvernement aujourd'hui, plus que jamais, ne soit pas d'abord conscient de cette situation alarmante, de cette impasse économique, politique et économique, et ben on va au droit au mur d'ici janvier 2017. C'est pourquoi, à mon sens, et d'ailleurs c'est l'orientation également de notre parti, par exemple le Talal al-Khadiyat, où on essaye de sensibiliser tant bien que mal justement l'opinion publique et nationale à travers justement nos communiqués, à travers le travail formidable qu'on fait sur le terrain pour expliquer à la population, au peuple souverain, qu'on fonce vers le mur. Et aujourd'hui, on fonce vers le mur, on est à 300 parce que km/h. selon vous, cette loi de finances n'apporte aucun équilibre pour l'État, pour la nation? Parce que c'est fait aussi dans cet objectif, hein. C'est l'équilibre budgétaire. Bah, je vais vous poser votre question, mais d'une autre manière. Ouais. Pensez-vous que les lois des finances précédentes ont apporté leur contribution, Eh ben leur oui, rapport justement. bénéfique? Pas du tout. Oui, Donc, pas du encore tout. une fois, on est dans la cosmétique. Ouais. D'ailleurs, je vais vous dire, peut-être on est le seul pays au monde qui a autant de révisions de lois des finances en cours d'année, lois des finances complémentaires. Vous voyez, ça c'est typiquement Ouais. le schéma d'une instabilité même financière. C'est-à-dire que même dans la stratégie finance, Ouais. on a une instabilité. Oui, Donc, l'année c'est dernière dire, et en fait, cette année, la loi de finances, elle est très importante puisque, il faut le dire aussi, il y a aussi une réduction du prix du pétrole, enfin, et puis voilà, la rentrée des devises, d'où aussi souvent en fait cette loi complémentaire aussi, c'est peut-être pour apporter, j'allais dire, un juste équilibre Non, monsieur par rapport Zabé. au compte de la nation. Bon, il faut le dire aussi, hein, donc absolument, mais voilà, monsieur faut Nezamé, le je vais vous dire, voilà. si cette loi, à la base, parce Ouais. que quand vous faites une loi des finances, vous avez un noyau, vous avez une base, saine, Toujours, oui, solide. bien sûr, il y a le voilà, but, les fondations, ouais. auxquelles, bien sûr, vont s'imbriquer quelques complémentarités, mais, à mon sens, qui seront secondaires. Aujourd'hui, on fait des compléments qui vont à l'encontre, qui rendent caduques, au fait, les lois précédentes pour les remplacer. Donc là, vous voyez cette instabilité. Et même au sein même du ministère, vous voyez bien, il y a une instabilité même. Il y a un turnover en termes de l'exécutif, vous avez un turnover en termes d'administration. Donc l'instabilité allait à tous les échelles. Et c'est ça ce qui est inquiétant, M. Mesabé, et que j'essaie de sensibiliser nos compatriotes. C'est qu'aujourd'hui, on est face à une situation, encore une fois, dans laquelle les acteurs, si vous voulez, les garants de cette stabilité, établissent un déni de réalité. Et c'est là où bas blesse, j'ai envie de vous dire. Et cette légèreté, cette désinvolture de ce gouvernement, cet exécutif, fait qu'aujourd'hui,
en fait, on dévie de trajectoire parce qu'on est à dévier depuis 16 ans, depuis 17 ans, mais aujourd'hui on prend un mur à 300 km/h. Maintenant, pour revenir sur ce que vous disiez, les lois se sont succédées, mais avec un résultat très maigre, pour pas dire insignifiant. Aujourd'hui, quand vous faites une stratégie financière, une stratégie des finances, dites vraiment qui va dans le sens justement du développement et d'apport, vous n'avez qu'à le voir. Aujourd'hui, cette loi des finances est faite dans un comité restreint, sans pour autant en fait comment dire, inviter les ministères adéquats, les ministères concernés. Elle est faite d'une manière unilatérale, imposée, contraignante, mais encore une fois avec une vision inexistante. Quand vous faites une loi des finances avec des amendements, avec des lois, vous avez besoin d'avoir tous les facteurs en main. Je vous apprends rien, j'apprends rien à nos compatriotes. Et aujourd'hui, la loi des finances, on vous dit ouais, mais elle a été faite sur un taux de référence de $39. Oui. Depuis longtemps d'ailleurs. Oui, mais voilà, depuis longtemps. Vous voyez, oui, mais monsieur Bédis, non, parce que nous, on craignait justement avec cette chute des revenus que beaucoup de projets, beaucoup de choses vont être... mais finalement, tout a été maintenu, les projets, les constructions, l'autoroute, enfin, il y a plein de projets, hein, donc on pensait que peut-être que, vu que... Mais non, il y a beaucoup de projets, je suis désolé, au gré de vous décevoir, on peut vous contredire, mais il y a beaucoup de projets d'infrastructures qui ont été mis en stand-by. Ouais, d'ailleurs, la fameuse question à l'époque, où d'ailleurs on a trouvé tout de suite, on a ouvert le tiroir, on a trouvé une solution un peu à la va-vite et qui consistait à dire de mettre des titres obligataires pour justement faire un financement, en autofinancement propre par l'État avec des crédits, des titres obligataires. Là, pareil, c'était un flop total. D'ailleurs, le ministre des Finances lui-même et le ministre du Commerce le confirment. Donc, on fait des effets d'annonce pour faire des effets d'annonce, mais qui ne sont pas réfléchis. Encore une fois, je reviens et je converge. Et j'aimerais que nos compatriotes aussi aient cette sensibilité, que tout cela est fait sur des fondations en sable, des fondations qui, pour moi, sont inexistantes. Et donc, on n'a pas de vision. Aujourd'hui, au fait, on fait des effets d'annonce, comme là, je ne sais pas si vous avez entendu parler, je rebondis sur autre chose, la fameuse loi, la règle des 51-49%, pardon, du capital, apparemment pour impulser, pour booster les IDE, les investissements directs étrangers, par exemple, mais qui s'applique visiblement dans le projet de loi que pour le système bancaire. Attendez, on se fout de la gueule du monde quand même, faut se le dire. Aujourd'hui, je ne dis pas, cette règle elle est faite pour justement protéger les secteurs sensibles, mais ça on le sait très bien, on en est conscient. Maintenant, qui empêche par exemple d'établir une stratégie réfléchie avec tous les acteurs qu'il faut, notamment par exemple pour le tourisme, eh ben, on emploie justement une task force, une équipe ad hoc dans ce sens pour expliquer les choses, la stratégie, et pourquoi pas à ce moment-là réviser également cette règle-là pour essayer d'ouvrir le marché du tourisme à l'étranger, aux opérateurs économiques étrangers, les tours opérateurs et autres. Vous savez, on a cette faculté d'être entre deux pays qui ont tout compris là-dessus. Je parle en matière de tourisme. Eh bien, prenons-en de la graine, j'ai envie de vous dire. Bon, chacun a sa stratégie, mais le fond, il est le même. Aujourd'hui, on a besoin d'avoir une stratégie claire, mais responsable, franche. C'est qu'on vous dit qu'on révise la règle 51-49, attention, qui va être relevée à 34,66, c'est-à-dire 34% de capital étatique et 66% d'opérateurs étrangers. Mais encore une fois, dans le système bancaire. Et encore, j'ai envie de vous dire, d'ailleurs, il n'y a pas foule, hein. Il n'y a pas foule. Pourquoi? Pour la bonne et simple raison que c'est un effet d'annonce. C'est-à-dire qu'il n'est pas accompagné d'une stratégie financière, d'investissement, gagnant-gagnant, qui permet justement de rassurer les investisseurs. Encore une fois, on revient à cette carence, cette absence de vision. Je suis désolé. Donc faire des effets d'annonce aujourd'hui, ça ne suffit plus. Parce qu'encore une fois, on a besoin d'ailleurs, nous, dans notre parti, on est adepte de la politique du résultat. Votre parti, Talat el-Harriyat, présidé par Ibn Flis, l'ancien chef de gouvernement de l'actuel président Abdelaziz Bouteflika. Monsieur Bédis, merci beaucoup, hein, puisqu'on arrive pratiquement à la fin. Déjà oui, ça va vite, vous l'avez dit. Je vous l'avais dit. Hein. Et oui, vous avez un œil de poson, donc c'est pour ça que vous avez beaucoup d'arguments à avancer. Mais on est là tous les vendredis ensemble. Voilà. Très bien. Donc, en tout cas, très bon week-end. Et je vous dis à vendredi prochain. Merci beaucoup. À vous aussi, merci. Au revoir.